Donc, dans les fondations, on doit toujours avoir, cette règle de 2 sur 3, elle doit toujours être respectée. Bon, 1 sur 3 dans certains cas et 2 sur 3 dans certains cas. De toutes les manières, l'objectif, il faut que pour 2 semelles qui sont proches, il ne faut pas que la différence de niveau, il ne faut pas qu'il dépasse le 1 tiers ou bien les 2 tiers de la distance entre les 2 semelles. Et ça, c'est pour éviter en fait qu'il y ait un désordre, un tassement différentiel. Parce que quand il y a une grande différence, ça peut causer des tassements différentiels. Donc pour 2 semelles qui sont proches, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de différence de niveau entre les 2 semelles. Il ne faut pas que ça dépasse le 1 tiers ou dans certains cas les 2 tiers de la distance entre les deux. Et vous arrivez à voir le diapo? Oui, oui. Ok. Donc là, nous sommes dans les poteaux. On a dépassé les semelles. Nous sommes en train de voir les dispositions constructives des poteaux maintenant. Le respect de la longueur de recouvrement, on en a déjà parlé. Ou bien utiliser les coupleurs en cas de difficulté. On en a parlé hier aussi. Donc on va avancer. Donc les cales à béton dont parlait tout à l'heure, ces petits éléments en béton. Moi, les cales à béton. S'assurer que les armatures longitudinales ne sont pas coudées à leur base pour une erreur d'implantation. On en a parlé hier aussi. Il est recommandé que l'espace entre le bas du poteau ou voile et la première barre transversale ne dépasse pas 5 cm. Quand on fait le ferraillage, la première barre transversale, ça veut dire le premier cadre, la distance entre le premier cadre et le sol, il ne faut pas qu'il dépasse 5 cm. Entre le sol et le premier cadre. Il ne faut pas que ça dépasse 5 cm. C'est-à-dire cette zone-là, entre ça et ça, il ne faut pas que ça dépasse 5 cm. Quel que soit l'espacement entre les barres transversales. Parce que l'espacement, il peut être de 10 ou bien de 15. Mais la première barre, elle doit être proche du sol. En fait, parce que cette zone, la partie inférieure des poteaux, on appelle ça une zone nodale. Et c'est une zone qui est très très compliquée où il y a beaucoup d'efforts. Il y a l'effort tranchant, il y a beaucoup d'efforts, il y a des moments, il y a beaucoup d'efforts en fait. Et c'est une zone qui est très très sensible. C'est pour ça que la loi stipule que les premiers cas, en fait, elle veut renforcer en fait le ferraillage à ce niveau-là, au niveau de la base du poteau. Il faut qu'il y ait au moins 3 barres transversales dans la zone du recouvrement. Donc ici, par exemple, dans ce cas-là, il n'y a pas 3, il n'y a que 2. Donc ça, c'est pas correct. Mais il faut qu'il y ait au moins 3 barres transversales. Quand je dis barres transversales, c'est les barres qui sont horizontales, pas les barres qui sont verticales. Donc il faut qu'il y ait au moins 3 barres transversales dans cette partie de recouvrement. Il faut, dans la mesure du possible, éviter d'utiliser 2 nuances différentes de ferraillage. Les nuances, c'est les éléments dont on a parlé tout à l'heure, les FEE 400 ou bien FEE 500, et les 400 et 500, on avait dit que ça c'est la limite de l'élasticité. Et dans le marché, il y a les 400, il y a les 500, c'est ce qui est couramment utilisé, mais le fait d'utiliser 2 nuances, ça peut prêter à confusion. Donc de préférence, dans un projet, on utilise une seule nuance, pas 2. Au cas où le ferraillage est trop dense, il convient d'utiliser une formule de béton sans la gravette G2. Quand un poteau contient beaucoup de ferraillage, la gravette G2, dans le béton, dans la composition du béton, il y a l'eau, l'adjuvant, on l'a vu hier, il y a le ciment, il y a le sable et il y a la gravette. Mais la gravette, il y a 2 types de gravettes. Il y a une gravette qu'on appelle G1, c'est des gravettes dont les cailloux ont une dimension de 5 à 15, 5 mm, 15 mm. Et la gravette G2, c'est un gravier qui est un peu plus grossier, qui a dans les dimensions des graviers, des cailloux, dans les cailloux ont des dimensions de 15 à 25. Donc le problème qui se pose, c'est quand on a un élément qui est très grossier, qui est très dense en ferraillage, qui contient beaucoup de ferraillage, ces gros éléments qui ont une dimension de 25 mm, 2 cm et demi, elles ne passent pas dans le ferraillage. Donc quand on coule le béton, ces éléments ils bloquent entre le ferraillage. Et ça entraîne ce qu'on appelle la ségrégation. Ça veut dire le béton à l'intérieur du poteau, il devient plus homogène.
Et pour ne pas avoir ce problème, quand on a des éléments qui sont trop ferraillés, on élimine cette partie de la gravette G2, on n'utilise plus la G2, on n'utilise que la G1. Et le fait d'éliminer cette fraction de G2, ça diminue la résistance du béton. Donc pour compenser encore cette absence de gravette G2, on doit surdoser un peu le béton en ciment. Mais c'est une formule. Au tout début, on a parlé de la formulation du béton. Au tout début, l'entreprise doit présenter une formulation avec la gravette G2, ça veut dire une formulation normale, et une formulation sans la gravette G2. Comme ça, au cas où on a un problème, on a des poteaux ou bien des éléments qui sont très ferraillés, on ne va pas utiliser la formule standard, on va utiliser la formule sans la gravette G2. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Ce sont des trucs qui traduisent déjà la densité de la que tu vois elle est très dense. Les pontons, alors quand tu utilises avec la gravette 25 mm, le béton donc il faut éviter le 15-25, le 25 mm. Donc ce qu'il faut faire, donc les deux dosages déjà, c'est des choses qu'on prend sur le terrain. Je pense pas qu'au niveau de la conception, là, au niveau de la SMIDO, que ça prendra le genre de décision. C'est au niveau du terrain, effectivement. C'est au niveau du terrain. La conception régule les canaux il y a un béton, par exemple B25, c'est-à-dire qu'il a une résistance de 25 MPa à 28 jours. Ça fait. Mais sur le terrain, c'est sur le terrain justement qu'on fait ce genre de constat effectivement. Un béton qui comprend la gravette G2, donc c'est G1. L'entreprise, au tout début, quand elle va faire sa formulation, au tout début, il doit présenter les deux formulations. Une avec G2 standard, une sans G2. On va sans G2 G1, et comme ça on va l'utiliser partout. C'est juste une question de coût. Parce que le béton sans la gravette G1, c'est un béton qui va coûter un peu plus cher que le béton avec la gravette G1. Bravo, effectivement. Donc, il y a les deux formulations. S'assurer de l'horizontalité des barres transversales dans les deux sens. Donc les barres, il faut que ce soit parfaitement horizontal. S'assurer du respect de l'espacement des barres transversales, l'espacement entre les barres transversales. Tout ça, ça doit être précisé dans le plan. Mais sur le terrain, il faut faire ces vérifications. Les ligatures doivent être coupées à ras avec les armatures. Les ligatures, au moins, le fil d'attache, dans la deuxième photo, ils ont attaché, mais ils ont laissé des éléments qui dépassent. Mais dans la photo qui est à gauche, où l'exécution est juste, en fait, quand on attache, après, il faut couper les éléments qui dépassent. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'enrobage, c'est-à-dire l'épaisseur qui se trouve entre le ferraillage et le reste du béton. Et une petite épaisseur de 2 cm, 2 cm et demi, de 3 cm, etc. Si on ne coupe pas le fil d'attache, il va se situer dans cette partie. Il peut être il peut constituer des points potentiels pour l'introduction de la corrosion. Ça commence par les fils d'attache, ensuite ça se transforme et ça se transmet au reste du ferraillage. C'est pour ça qu'on est obligé de couper le fil d'attache. Donc sur la photo qui est à gauche, c'est comme ça qu'on doit réaliser. Sur la photo qui est à droite, c'est une erreur. Vérifier les dimensions intérieures du coffrage, évidemment. Toujours prévoir une armature transversale complète à l'extrémité du poteau. C'est-à-dire quand on passe le ferraillage, quand on réalise le ferraillage du poteau, à l'extrémité des attentes, on doit poser une barre complète, une barre transversale. Les barres transversales, c'est les barres qui sont horizontales. Pourquoi on doit faire ça? Parce que pendant le coulage des dalles, pendant le coulage des poteaux,
les ouvriers, ils peuvent secouer un peu le ferraillage, ça ne doit pas se faire, c'est interdit. Mais ils peuvent quand même le faire. Mais le fait d'avoir une barre transversale complète à l'extrémité, ça empêche que les barres se déplacent les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire on est sûr que les barres ne vont pas se déplacer, ne vont pas se disloquer. On aura toujours la cage du ferraillage qui va constituer toujours une seule masse. Le fait de poser cette barre transversale complète à l'extrémité, ça garantit en fait que les barres longitudinales, ça veut dire les barres verticales, elles ne vont pas bouger les unes par rapport aux autres pendant le collage. Ça c'est vraiment très très important. Parce que si elles bougent, on aura tout de suite un problème dans le niveau supérieur. هي كتشوفها الوسط ياك، هي اللي كاينه الوسط، اللي في دوزيام فوتو ادروات ياك، هذيك لا بار ترانسفيرسال. نورماتيف هي هذه فين هي هذيك سميتو؟ هاد شويه نورماتيف تما هي هذه. وهذه اللي كاينه هاد الارماتيف هاد سميتو هاد الخشبه اللي كاينه الوسط هنا موسى. لا دوزيام فوتو فين تما هذيك لا هذا c'est juste le ferraillage. Pardon. لا هذا juste le bouchrage. Là je parle pas de ça. Je parle de cette barre هذه la barre transversale هذه la barre هذه le cadre. C'est-à-dire avant de couler le poteau, je suis obligé de poser cette barre transversale et dans ce cas pour que les barres longitudinales, ça veut dire les barres verticales, pour qu'elles ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres. Si je ne pose pas ça, quand je finis le collage, quand je découpe, je vais trouver que les barres ils se sont déplacées les unes par rapport aux autres. Et moi je dois conserver la position des barres les unes par rapport aux autres. Je suis obligé de poser cette barre. En même temps, parfois les ouvriers, comme je disais, parfois ils secouent le ferraillage pour que le béton puisse passer. Voilà, exactement, c'est ça. Et ça donne ce résultat en fait. Ça donne ça. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de poser cette barre. Mais en même temps, quand il secoue. Même c'est les cales à béton qui ont sauté. Ils ont tellement secoué le ferraillage que les cales à béton finalement. Et donc ça donne ce résultat. Donc ça بالنسبه للارماتور ترانسفيرسال est-ce qu'il est momentanément pendant la période de coulage ou bien il va être attaché تبقى tout le temps? Non, c'est une bonne question, mais ça reste parce que ces attentes, c'est quand on coule ce poteau, après on va couvrir pour coller la dalle, mais quand la dalle, là, on va faire le coffrage de la dalle à ce niveau-là, et à ce moment-là, on va continuer la mise en place des barres transversales sur les attentes, y compris dans la dalle. Donc on va conserver non seulement on va conserver cette barre, mais en plus on va rajouter d'autres barres ici. D'accord. ماشي غير غنخليوها وغنزيدوا d'autres barres. Parce que دابا le poteau ديما تيبقى حتى في وسط لادال هاد لي بار ترانسفيرسال تيبقاو كاملين. ما عمر تيكون عندنا هاد الخوا. ديما تيبقاو كاملين. Donc prévoir suffisamment de cales à béton et sur toute la hauteur du poteau. Voilà, pour des raisons qui sont évidentes. Là, il y a sur la poteau sur l'image qui est à droite, ils ont essayé de faire le cale à béton avec du ferraillage. Bien sûr, c'est une méthode qui n'est pas conforme parce que l'objectif des cales à béton, c'est de laisser un peu d'espace, un petit espace pour que le ferraillage ne soit pas trop proche de l'extrémité du béton, pour qu'il y ait une épaisseur de 2 ou de 3 cm pour protéger le ferraillage. Donc si on fait des cales à béton avec le ferraillage, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que là, la corrosion, elle va s'introduire à partir de ces points et elle va se transmettre au reste du ferraillage. Donc ça, c'est une manière de travailler qui n'est pas conforme. Il faut éliminer toutes les rouilles et les laitences collées sur le ferraillage. Et on avait dit que si on ne le fait pas, il n'y aura pas l'adhérence ou pas suffisamment d'adhérence entre le ferraillage et le béton.
Et s'il n'y a pas d'adhérence, on ne peut pas parler de béton armé. Donc il faut bien nettoyer le ferraillage avant de coller le béton. Ça, c'est pas uniquement dans le poteau, mais dans toutes les structures. Les armatures longitudinales doivent être placées parfaitement aux angles, comme ici. Ici, c'est très bien. Mais sur le terrain, parfois, on trouve que la barre, elle n'est pas ici, elle est à côté, ou bien elle est un peu en retrait. Donc il faut qu'elle soit posée parfaitement à l'angle. Le fond du poteau doit être propre et imbibé d'eau. On a déjà dit, pour la propreté, il faut exiger à ce que l'entreprise utilise le compresseur. C'est vraiment le seul moyen de bien nettoyer le fond du... Parce qu'avec le ferraillage, la seule méthode qui est vraiment efficace, c'est le compresseur. Donc il faut que ce soit vraiment propre. Et il faut que ce soit imbibé d'eau pour des raisons qu'on a citées tout à l'heure. On a dit, à chaque fois qu'on aura un contact entre un béton frais et un béton durci, il faut que la base soit, il faut que le béton durci soit imbibé d'eau pour qu'il n'absorbe pas l'eau ou une quantité d'eau du béton frais. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Les positions de fermeture, et ça, c'est des choses qui sont, dans la plupart des cas, ils ne sont pas respectées par les entreprises. Dans la plupart des cas. Les positions de fermeture des barres transversales doivent être alternées. Vous savez, quand vous faites un cadre comme ça, l'endroit dans lequel vous fermez le cadre, ça c'est une zone qui est faible, c'est une zone de faiblesse. C'est pour ça que cette zone de faiblesse, il faut en fait l'alterner. C'est-à-dire, si on ferme ce cadre ici, le cadre qui va suivre, on va pas le fermer sur la même barre. On va essayer de le fermer sur une autre barre. En fait, c'est pour répartir cette faiblesse sur l'ensemble des barres. Parce que si on prévoit la fermeture sur la même barre, c'est qu'on aura la faiblesse, on aura une grande faiblesse à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une fermeture. Et cette fermeture, on va essayer de la distribuer un peu pour répartir un peu cette faiblesse. Donc, deux cadres consécutifs ne se ferment pas sur la même barre. Chacun se ferme sur une barre, comme ici. Donc, par exemple, ce cadre se ferme ici et l'autre il se ferme là. Ce cadre se ferme ici et l'autre se ferme là. Et ainsi de suite. Le coffrage doit être propre, non percé, droit et suffisamment résistant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... Parce que dans les projets, on remarque que beaucoup de maîtres d'ouvrage, ils demandent un coffrage qui est neuf, etc. Alors qu'on n'a pas forcément besoin d'un coffrage neuf. On a besoin d'un coffrage qui doit être propre, non percé, droit et suffisamment résistant. Quel que soit le matériau, quelle que soit la nature, il faut que le coffrage respecte ça. Il faut qu'il soit étanche, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit droit et suffisamment résistant. Et l'entreprise, elle peut utiliser ce qu'elle veut. Elle peut utiliser des coffrages comme ça veut dire contreplaqué, rigidifié par des poutrelles ou bien par des madriers. Un coffrage comme ça, qui est en bois, carrément. Un coffrage comme ça, qui est en structure métallique avec des pots en contreplaqué baquilisé. Des coffrages en plastique, des coffrages comme ça, des coffrages comme ça. En fait, l'essentiel, c'est que le coffrage doit être droit, étanche, résistant.